Donc j'appelle Tristan Renard. Toulousain. Oui. Il y a une télécommande. Ah. Charlotte, est-ce que vous êtes partie avec la télécommande? Elle est sur le côté. Oui, pardon. Ok. Donc, bonjour, donc, je suis Tristan Renard, sociologue au CRIAVS de Toulouse. Je travaille également au CRESAM, qui est donc un centre ressources sur les questions de radicalité violente. Et donc, je vais répondre à quelques éléments de réponse à la question quelles sont les caractéristiques des violences sexuelles commises par les mineurs et quelles sont leurs évolutions en lien avec les évolutions sociétales, notamment la question du numérique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt à déclarer. Alors, quelques propos introductifs pour questionner ce sujet-là. Notamment noter qu'en matière de sources historiques, il y a déjà un repérage ancien des violences sexuelles commises par des mineurs, que ce soit au XIXe siècle par les travaux notamment d'Yves Aurel. On trouve aussi des sources, par exemple, au Moyen-Âge, dans les sociabilités estudiantines, et puis plus récemment dans les bandes de blousons noirs. Donc la question qui se pose par rapport à ça, c'est de se dire finalement s'il y a une préoccupation ancienne, quelle est la nature de la préoccupation actuelle sur la question des mineurs auteurs de violences sexuelles. Alors cette préoccupation est portée par deux éléments. D'une part, les statistiques judiciaires qui traduisent une hausse des mineurs condamnés pour ces faits-là, et d'autre part, une préoccupation publique beaucoup plus importante sur la question des violences sexuelles qui conduit à orienter les sensibilités professionnelles sur les situations auxquelles ils font face. Donc si ces violences ne constituent pas une nouveauté en tant que telle, il faut se poser la question de savoir si ces violences actuelles que l'on repère sont porteuses de nouveautés en matière de fonctionnement social ou si on constate seulement une évolution de notre perception. Donc évidemment, je vais essayer d'apporter une réponse un peu nuancée à la question et mon intervention sera superficielle, elliptique et je renvoie du coup au rapport sur les éléments pour approfondir. Voilà. Donc je ferai en 3 points. Le premier point sur quels sont les éléments de connaissance que l'on a sur la violence sexuelle commise par les mineurs. Deuxièmement, quels sont les éléments qu'on a sur les nouvelles formes de violence commises par des mineurs. Et un troisième point qui me semble très important, qui vise à questionner la façon dont nous appréhendons la violence, qui comporte justement des effets idéologiques et des biais de perception. Donc quand on s'interroge sur quels sont les éléments de connaissance qui existent sur les violences sexuelles commises par des mineurs, il y a deux types de sources. Des sources qui sont les statistiques judiciaires, policières, ce que les sociologues appellent la criminalité enregistrée, et qui nous renseignent sur la façon dont les institutions catégorisent, repèrent un ensemble d'actes, ici la question des violences sexuelles. Et puis le deuxième type de source, ce sont les enquêtes de victimation en population générale, qui visent à évaluer la prévalence d'un phénomène délictuel ou criminel au sein d'une population générale. Et donc ce qu'on vise à interroger souvent, c'est l'écart entre les deux. Et l'écart, il est quantitatif, et notamment en matière de violences sexuelles. Il y a une infime partie des violences sexuelles qui sont judiciarisées. Mais ce qui est important, c'est que l'écart est aussi qualitatif, c'est-à-dire que le filtre judiciaire contribue, notamment en matière de viol, par exemple, commis par des adultes, à surpénaliser les catégories des classes populaires par rapport aux classes moyennes et aux classes supérieures, ce qui produit des effets sur les savoirs théoriques qui sont produits à partir des populations condamnées. Donc en matière de criminalité enregistrée, les choses ont déjà été un peu dites. Ce que l'on remarque, c'est une très forte augmentation du nombre de mineurs condamnés pour les infractions à caractère sexuel. C'est une augmentation en tant que telle, mais également une augmentation de la part des mineurs condamnés dans l'ensemble des infractions sexuelles, adultes et mineurs confondus. Ce qu'il faut noter, c'est que cette évolution de la pénalisation des mineurs auteurs de violences sexuelles s'inscrit plus globalement dans une hausse générale des personnes, adultes ou mineurs compris, renvoyées devant la justice, et une hausse aussi de la pénalisation des autres infractions commises par des mineurs. Il est donc peu probable que cette augmentation statistique des violences, des mineurs judiciarisés corresponde à une augmentation des violences sexuelles commises par les mineurs. En tout cas, rien ne l'indique en termes d'évolution historique. Donc en matière d'autres types de sources, sur les enquêtes de victimation, donc si on focalise plutôt sur les enquêtes en population générale, ce que l'on sait de manière générale sur les violences sexuelles, c'est que ce sont des violences massives et concernent beaucoup de personnes, des violences de proximité. À près de 80 à 90% des victimes connaissent les auteurs des violences commises à leur égard. Ces violences concernent tous les milieux sociaux à part égale. Et les auteurs désignés sont très largement des hommes, à plus de 90% des auteurs désignés. Ce qui est important également, c'est que la majorité des faits de violences sexuelles surviennent lorsque la personne est mineure.
Donc, dans ces enquêtes de victimation, ce ne sont pas des auteurs déclarés, ce sont des victimes déclarées. Et donc, en creux de cette déclaration de victimation, on a des éléments parfois sur les auteurs. Ce qu'on a sur les auteurs, quand on regarde quelques enquêtes de victimation, ce qu'on remarque, c'est que dans le cadre des violences incestueuses, si l'on agrège les auteurs désignés, par exemple les catégories cousins, frères, qui concernent potentiellement le plus de mineurs auteurs, on obtient des taux non négligeables de mineurs auteurs, 28,5% pour les femmes victimes, 39,6% pour les hommes victimes. Et ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure, en termes d'âge, dans l'entrée dans l'adolescence, l'exposition aux violences sexuelles semble concerner de plus en plus les amis ou les partenaires, c'est-à-dire les pairs, PAIRS, que les adultes dans la famille. Pour terminer là-dessus, je tiens quand même à souligner que la majorité des auteurs de violences sexuelles commises sur des mineurs sont des adultes, même s'il y a une part non négligeable de mineurs. Et d'autre part, il faut avoir en tête que l'âge médian des viols intrafamiliaux, c'est l'enquête Virage, est de 9 ans. C'est-à-dire que la moitié des viols ont lieu avant l'âge de 9 ans, donc à un âge très jeune, ce qui contribue à poser les enjeux en matière de repérage. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de l'évolution des nouvelles formes de violences sexuelles. Alors, je vais balayer de manière extrêmement superficielle, et je m'en excuse, mais je donnerai quelques éléments. Premier point, ce qui me semble intéressant dans les enquêtes qui existent actuellement, c'est que plusieurs enquêtes convergent sur le constat d'une baisse de l'activité sexuelle, adultes ou jeunes adultes ou mineurs confondus dans la population en général. Parmi les hypothèses qui expliquent cette baisse, il y en a plusieurs, notamment l'enquête qui a été faite aux États-Unis, par exemple, la baisse de consommation d'alcool est un facteur corrélé à la baisse de l'activité sexuelle. Mais ce qui me semblait intéressant, c'est que parmi les hypothèses évoquées, c'est l'attention plus importante portée à la question du consentement du ou de la partenaire, ce qui montre que la baisse de l'activité sexuelle peut-être renseigne aussi sur les nouvelles modalités, que peut-être les plus jeunes générations, en tous les cas, sont plus sensibles à cette question du consentement dans le cadre de l'entrée dans la sexualité. D'autre part, en matière d'usage numérique ou de la sexualité, des pratiques sexuelles liées aux usages numériques, notamment la question des échanges d'images intimes, ce que montre la dernière enquête CSF, montre que 13% des femmes et 13% des hommes déclarent avoir vécu une expérience préjudiciable en ligne, et ils sont beaucoup plus nombreux, en tous les cas, chez les plus jeunes, même si là, ça ne concerne pas des mineurs, c'est les moins de 30 ans, mais ce sont d'anciens jeunes, on va dire, récents. Eh bien, on peut noter que comme les jeunes ont plus de pratiques numériques en matière de sexualité, notamment en termes d'échange d'images intimes, ils sont plus exposés qu'à ce type de violence. Donc, si on parle maintenant de la question des violences sexuelles et des usages numériques, donc il y a toute une série de violences qui sont renseignées par la littérature. Dans le rapport, je me suis concentré sur la question du harcèlement, notamment parce que les mineurs sont plus auteurs, enfin en tout cas sont plus signalés comme auteurs dans ce type de situation quand les victimes sont mineurs. Ce qu'on remarque dans ces violences en ligne, et ce qui est important, c'est la continuité entre les caractéristiques des violences en ligne et des violences hors ligne, notamment des caractéristiques de genre. Les filles sont beaucoup plus exposées que les garçons. Aussi, le fait qu'on sait peu, finalement, c'est que les violences numériques sont souvent aussi des violences d'interconnaissance. C'est souvent aussi des ex-compagnons, des ex-amoureux, des amis, des collègues de collège ou de lycée qui produisent ces violences. Ce qui me semble intéressant, c'est de s'interroger sur l'effet propre du numérique. C'est-à-dire que l'usage du numérique a tendance à faciliter la désinhibition avec un sentiment d'anonymat et d'invisibilité, et qui contribue peut-être à spécifier la violence numérique et notamment à produire une logique de violence spécifique que je développe dans le rapport, qui est le développement peut-être d'une logique de violence tournée vers la démonstrativité de la violence sexuelle, la publicisation de la violence sexuelle à visée d'humiliation des victimes. Troisième point, et je serai rapide là-dessus, la question comment la façon dont on appréhende les violences conditionne la façon dont on mène des politiques publiques sur le sujet. Il est important, et je l'ai dit dans le rapport, qu'il n'y a pas de définition stable de la notion de violence. C'est une notion plastique, c'est-à-dire que c'est une notion qui possède une certaine plasticité, qui peut être modifiée en fonction des contextes historiques et culturels. Ce qui me semble important à préciser, c'est que quasi systématiquement, on a tendance à altériser l'auteur de violence. C'est-à-dire que quand quelqu'un est reconnu comme auteur de comportements violents, on vient toujours chercher à essayer de comprendre ce qu'il y a de différent chez cette personne-là pour comprendre comment il est passé à l'acte violent. Ce qui fait qu'on va mettre en avant des catégories en termes de vulnérabilité, en termes de dysfonctionnement familial, etc. Et finalement, on laisse de côté un ensemble d'éléments qui contribuent eux aussi à façonner la violence, et notamment tout ce que j'appelle la dimension conformiste de la violence. Et dans la dimension conformiste de la violence, il y a plusieurs enjeux qui me semblent importants. Ah, ça ne marche plus. Bon, tant pis. Donc, notamment, ce qui me semble important, c'est le fait d'envisager les comportements violents comme des comportements sociaux faisant l'objet d'un apprentissage, notamment en lien avec la question de la construction du rôle de genre, parce que parfois, j'entends souvent, il n'y a pas de profil type des mineurs auteurs de violences sexuelles,
il y a quand même un profil qui est lié au genre. Donc, si on ne se pose pas la question de savoir comment, dans la construction de la masculinité, des comportements violents peuvent être compris comme des comportements conformistes, encouragés, valorisés, et ensuite, quand on les perçoit de manière judiciarisée comme anormaux, eh bien, on passe souvent à côté cette question de la dimension de l'apprentissage de la violence. Deuxièmement, un des enjeux par rapport à ça, c'est qu'on dispose finalement d'une faible connaissance de la matérialité de la violence. Être violent, c'est faire des choses très concrètes. Et souvent, quand on parle de violence, on a tendance à rendre abstraites les choses à travers la catégorie de violence et on ne décrit pas précisément quels sont les actes, les façons de faire. Et si on faisait ça, on verrait finalement la pluralité des logiques d'action, des logiques de coercition, des logiques d'humiliation, des logiques de domination. Et on verrait que finalement, ces comportements peuvent être aussi des comportements qui peuvent correspondre à des dispositions apprises chez les individus. Notamment parce que dans la violence, il y a une triple dimension, et je terminerai là-dessus. Je dirais qu'il y a une dimension dispositionnelle, apprentissage. Une dimension qu'on évalue très peu, c'est la dimension situationnelle. Les situations telles quelles produisent des expériences qui façonnent des comportements violents, et notamment, ce que j'ai souligné dans le rapport, l'expérience de la mixité, qui à l'adolescence devient une expérience de la mixité qui contribue à les injonctions autour de l'hétérosexualité, qui encourage finalement les enjeux sociaux et sexuels très forts dans les relations entre garçons et filles et qui peuvent entraîner finalement des comportements violents. Et le troisième aspect, je ne développerai pas, c'est la dimension idéologique de la violence, très peu interrogée. Quand on fait travail sur la radicalisation, on est facile d'interroger l'idéologie des djihadistes. On le fait très peu sur les violences conjugales ou les violences sexuelles, mais il y a une dimension idéologique de la violence sexuelle qui est très peu interrogée, qui me semble importante d'interroger. J'ai le temps, j'ai 30 secondes. Bon, j'arrête là-dessus, j'avais des conclusions et je laisserai lire le rapport. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Une question de la commission ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et pour votre texte. On s'est interrogé quand on lisait votre rapport sur les nouveautés, sur la question des viols collectifs. Et notre question était, est-ce que vous avez des données sur ces viols collectifs commis par les mineurs ? Est-ce que, si vous en avez, vous avez pu noter des évolutions ? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un lien entre ces passages à l'acte collectif et la médiatisation qu'on peut aussi en faire et qu'on voit régulièrement ? Sur les viols en réunion, vous voulez dire ? Oui, non, il y a eu une controverse au début des années 2000 parce qu'il y avait une publicisation assez importante de ce qu'on appelait les tournantes. Et à ce moment-là, donc, il y avait des travaux qui étaient faits par Laurent Mucchielli, des travaux qui mettaient de la profondeur historique, qui montraient que ce n'était pas un phénomène nouveau. Ce que j'ai montré aussi en introduction, dans la question des blousons noirs. Quand on revoit le code pénal de 1791, cette notion de viol en réunion est déjà inscrite dans ce code pénal. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Et peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il n'y ait pas de source historique qui indique une évolution en termes de quantité ou de qualité de ce type de violence sexuelle en particulier. Merci. Derrière, là-bas. Bonjour, Noémie Micoulet, Institut français pour la justice restaurative. Je me pose la question de comment est-ce qu'on articule, qu'est-ce que vous préconisez comme articulation entre ces connaissances sociologiques avec un accompagnement plus individuel qui sont aussi l'objet, voilà, dans les conclusions. Très bien. Non, mais je suis d'accord, c'est une vraie question. Pour moi, il y a une double question. C'est la question, il y a un enjeu déjà à développer des équipes pluridisciplinaires, à mixer les savoirs, à interroger dans les situations, nous ce qu'on fait au CRIAF notamment de Toulouse. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un enjeu aussi à questionner la façon dont les professionnels sont formés. Moi, il me semble que la place des sciences sociales aujourd'hui, elle est assez marginalisée dans un ensemble de formations. Et quand on présente, par exemple, les travaux sociologiques auprès de professionnels du soin, de psychologues, psychiatres, infirmiers ou autres, des fois les gens sont d'accord, disent mais c'est vrai, on a conscience de ça, mais comment on traduit ça cliniquement ? Et je pense le hiatus est là, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste à travailler. Une question derrière encore ? Bonjour, Clémence Métivier, je suis une professionnelle de la formation et j'interviens notamment auprès de jeunes dans l'enseignement supérieur, donc qui ont tout juste passé le cap des 18 ans habituellement. Et je me demandais si vous pouviez revenir sur la question de la publicisation des violences sexuelles. Je trouve ça intéressant quand vous avez dit que peut-être il y a là un mécanisme aussi d'humiliation de la victime qui viendrait s'ajouter à la première humiliation et peut-être à la première prise de pouvoir sur le corps de la personne avec l'acte
violents en tant que tels. Donc je me demandais si vous pouviez peut-être revenir là-dessus. Et je trouve que ça fait le lien peut-être aussi avec les viols en réunion qui avaient été écrits plus tôt. Est-ce que c'est pas ça qui est nouveau? C'est du coup cette volonté de montrer, donc d'avoir une double victimisation? Oui, moi, en tout cas, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille avec l'équipe, notamment du CRIAF de Toulouse. Alors moi, je me suis inspiré des travaux de Valérie Naoum, qui a travaillé sur les viols de guerre, qui est notamment le contexte de la guerre civile en Yougoslavie, qui montre que dans ces viols de guerre, la motivation n'est pas purement sexuelle. Elle est aussi d'humilier, et notamment le fait qu'ils vont violer des catégories de personnes qui sont des catégories un peu tabous, notamment des personnes très âgées ou des personnes très jeunes, et que ça vise à briser l'identité collective. Et donc moi, je dissocie la logique d'humiliation de la logique de profanation. L'humiliation, c'est d'humilier quelqu'un personnellement, et donc c'est évidemment l'usage numérique, on va dire, produit un effet de publicisation et un enjeu de publicisation beaucoup plus important, et y compris, mais ça a été dit un peu tout à l'heure, quand on parle du numérique, en fait, on parle du capitalisme numérique. C'est-à-dire qu'on parle d'une logique marchande, d'une logique qui est quantifiée, etc. Et donc il y a une valorisation marchande de ce type de logique qui encourage et qui développe et qui façonne aussi ce type de logique. Donc ça, c'est la logique d'humiliation. Et la logique de profanation, pour moi, c'est un peu différent. C'est le fait d'humilier quelqu'un pour attaquer un collectif. Voilà. Humilier les femmes, humilier tel groupe ethnique, dans le cadre de la guerre en Yougoslavie. Donc il y a une double logique. Et je me dis que parfois, ça peut permettre justement d'interroger la dimension idéologique de la violence. C'est-à-dire, au-delà, il y a la motivation sexuelle peut-être, mais il y a peut-être des choses au-delà de ça. Et notamment, l'indice par rapport à ça, c'est la volonté démonstrative quand il y a ce type de comportement violent. Encore une question? Merci. Moi, j'ai un petit commentaire à faire. Je vous remercie vraiment d'avoir parlé de cette représentation de la violence et un peu violence sens large, parce que dans nos consultations sur les comportements sexuels problématiques, on voit énormément de problématiques de violence éducative ordinaire, et avec un énorme travail qui nous reste à faire sur comment casser dès le plus jeune âge les représentations que les enfants peuvent avoir des violences du fait du modèle d'éducation parentale qu'il peut y avoir dans la famille. Et franchement, de parler avec les parents, c'est encore trop banalisé, mais vraiment banalisé les violences éducatives ordinaires. Donc je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec ça, et des enfants qui derrière sont perdus dans leurs repères et qui ne sont pas suffisamment en confiance pour dire qu'ils ont subi tel ou tel harcèlement ou telle situation de violence, avec des choses qui s'enchaînent de façon pas du tout vertueuse, au contraire. Bien sûr, je crois que je suis d'accord avec votre remarque, c'est ce qui avait été dit, je crois, par vous là-bas tout à l'heure. La responsabilité des adultes aussi sur ce que renvoient les adultes aux enfants. Je trouve qu'on a tendance parfois, et je l'ai dit un peu dans le rapport, on a tendance à focaliser sur les groupes à risque, les adolescents très inquiets, etc. Et du coup à complètement déresponsabiliser les modèles sociétaux, idéologiques, parentaux, adultes qui contribuent aussi à façonner la légitimation de ce type de comportement. D'ailleurs, c'est à ce titre-là, moi, j'ai pas beaucoup aimé la série Adolescente, parce que justement, je trouve qu'elle a tendance à déresponsabiliser très nettement les adultes, à faire comme s'il y avait un monde autonome adolescent, alors qu'en fait, en réalité, les adultes sont très présents parfois dans on va dire, l'implication des modèles chez les adolescents et chez les plus jeunes. Alors, moi, j'ai peut-être une question, peut-être la dernière. Alors c'est peut-être un appel du pied aussi à la commission d'audition, la question de l'expertise, même si je ne veux pas dévoiler ce qui va se faire après, mais est-ce que vous avez des données chiffrées sur l'impact que peut avoir l'expertise sur le niveau de judiciarisation et sur la suite, la façon dont c'est traité par la suite, la façon dont c'est pris en compte? Est-ce que l'expertise joue un rôle ou est-ce qu'elle est complètement détachée de cette question? Alors, je pense que l'expertise joue un rôle. Là, on mène une enquête actuellement sur les auteurs de violences, d'infractions liées à la pédopornographie. Donc, on travaille sur les dossiers dans les SPIP et on a des éléments sur les expertises. Donc, dans quelques mois, peut-être, on pourra répondre. Mais à vue d'œil, je trouve qu'il y a souvent un impact. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'en fonction du profil de l'auteur, parfois son profil social, parfois d'autres types d'éléments, l'investigation est plus ou moins poussée, quoi. Voilà. Et j'aimerais dire qu'une des hypothèses, donc ce que je dis n'est pas vrai, ça reste à prouver, mais c'est une hypothèse sur laquelle on travaille, qu'en fonction de la classe sociale de l'individu ou de ses propriétés sociales, les investigations sont plus ou moins poussées. Donc on a plus ou moins d'éléments, et donc on va s'autoriser en tant que professionnel parfois à investiguer beaucoup plus le fonctionnement familial, le fonctionnement sexuel des individus, parce qu'on a un rapport peut-être un peu de domination avec les personnes qui sont en face, inconscient évidemment. Tandis que quand c'est des familles de classe moyenne, les investigations on s'autorise peut-être moins à interroger ces éléments-là. Merci. Merci.